Ce que nous verrons, entre autres, dans cet entretien avec Hendrik van Gisegem, c'est comment le musée Pointe-à-Calière a permis de préserver le lieu même où a été fondé Montréal le 17 mai 1742. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui de Pointe-à-Calière. C'est mon plaisir. Alors, début des années 2000, Pointe-à-Calière et l'Université de Montréal deviennent partenaires de l'École de fouilles archéologiques de Pointe-à-Calière. Dans quel but? Bien, le but, c'était d'explorer les sous-sols du Vieux-Montréal. On sait que les sous-sols des villes nord-américaines, particulièrement, ont été extrêmement morcelés par des longues histoires d'occupation. Surtout des occupations à une époque où on ne faisait pas nécessairement attention aux ressources archéologiques. Donc, on a creusé des caves, on a creusé des stationnements, on a fait passer des services publics depuis un siècle et demi. Donc, les villes, particulièrement les vieilles villes, ont un sous-sol qui est extrêmement hachuré, extrêmement morcelé, en très mauvais état. La particularité du 214 Place Diouville, dont le musée Pointe-à-Calière s'est porté acquéreur à la fin des années 90, début des années 2000, la particularité de cet immeuble-là, c'est qu'il n'y avait jamais eu de cave de creusée. Ça a été un entrepôt depuis le 19e siècle. Et on savait que dans ce secteur-là, qui était l'ancienne Pointe-à-Calière, serait ou aurait été le lieu de fondation de Montréal. Donc, il y avait là une belle opportunité d'aller vérifier l'état des couches, des strates archéologiques. Donc, cette proposition-là a été faite entre l'Université de Montréal, le professeur Brad Levin, et Pointe-à-Calière pour à la fois former des jeunes archéologues et dans un deuxième temps, aller vérifier exactement l'état des couches archéologiques pour voir si cette opportunité-là s'avérait vraie. Auparavant, il y avait eu des forages qui avaient été faits dans ces sols-là et qui étaient extrêmement prometteurs parce qu'il semblait y avoir des couches, des strates archéologiques en place avec des occupations qui semblaient être du régime français, des occupations seulement du régime français, incluant des sols organiques, donc des sols qui auraient pu être ce qu'on appelle des paléosols ou des sols anciens, du terreau qui aurait été couvert ensuite par des occupations subséquentes. Donc déjà là, il y avait des indices qui avaient une belle opportunité d'aller chercher sur une relativement grande surface, quelque chose qui est assez peu commun dans les milieux urbains, ce qui serait une occupation du régime français à l'endroit ou très près du lieu de fondation de Montréal et de l'établissement du fort de Ville-Marie. Donc, les fouilles ont duré de 2002 à 2014, incluant, comme vous le disiez, des étudiants. Qu'est-ce que ces gens, ces archéologues, ont trouvé durant les 12 ans de fouilles qui ont pu peut-être aider à retrouver l'emplacement même de Fort Ville-Marie? Mais comme il y avait une composante d'éducation, et c'était des archéologues qui commençaient, qui avaient très peu d'expérience, c'est des fouilles qui sont faites sur une longue période de manière très lente et systématique, comme il se doit en réalité. Secteur par secteur, donc c'était pas des grandes fouilles ouvertes, c'était des petites sous-opérations relativement limitées. C'était d'éplucher les strates du temps les unes après les autres. Donc, les couches récentes, des couches du 19e siècle, sous lesquelles ont été révélées les occupations liées, par exemple, au domaine de Calière. Ensuite, un énorme remblai qui a été mis en place par Calière. Et c'est sous ce remblai-là que les sols d'occupation du 17e siècle liés à la Fondation de Montréal ont été révélés. Est-ce que c'est là aussi qu'on a trouvé le premier cimetière de Montréal? Le premier cimetière de Montréal a été découvert dans le contexte de la construction du musée Pointe-à-Calière, la première phase du musée Pointe-à-Calière, au début des années 90. Les fouilles ont révélé ce qu'on voit au sous-sol de Pointe-à-Calière, l'immeuble de l'Éperon, c'est les fondations de la Royal Insurance Building. Et pendant les fouilles de ces fondations-là, le premier cimetière de Montréal de 1643 a été découvert à ce moment-là. Le nom de Pointe-à-Calière
est un nom qui a une certaine antiquité parce que c'est déjà à la fin du 17e siècle, quand le sieur de Calière s'est porté acquéreur du terrain. C'est devenu, alors que l'occupation française était ex-muros, c'est-à-dire de l'autre côté de la petite rivière Saint-Pierre, et la ville de Montréal prenait de l'expansion où on la connaît maintenant. La pointe en question était occupée par le domaine de Calière, donc c'était déjà connu comme étant la pointe à Calière. Et est-ce qu'à ce moment-là, Louis-Hector de Calière était déjà gouverneur de Montréal, puisque c'est lui qui a succédé à Frontenac? Oui, c'est tout à fait lui qui était gouverneur de Montréal à cette époque-là et a établi son domaine sur cette zone. Au niveau des vestiges, comment est-ce qu'ils furent conservés? Il y a une partie accidentelle à la conservation des vestiges de 1642. Et c'est très rare, je dois l'avouer, qu'une ville nord-américaine ou quelque ville que ce soit ait les vestiges du moment de sa fondation. Et l'aspect accidentel se déroule plus ou moins ainsi. Les Français ont été très malhabiles dans le choix de leur lieu d'établissement. Et c'était d'ailleurs pas une pointe qui était régulièrement fréquentée par les Amérindiens, du moins pas à cet endroit-là. Donc, dès le début de leur établissement, ils ont eu des problèmes d'inondation. Ils ont eu des problèmes avec les bâcles, les embâcles, les débâcles du fleuve et de la petite rivière. La pointe, ou cet endroit-là de la pointe, était simplement trop basse pour une occupation soutenue d'un établissement humain, que ce soit amérindien ou que ce soit français. Donc, il aurait peut-être dû écouter les Amérindiens un peu plus ouvertement pour choisir leur endroit d'établissement. Donc, dès le départ, ils ont eu des problèmes avec les inondations. C'est d'ailleurs l'histoire de la Croix du Mont-Royal, où est-ce que Maisonneuve, donc, lors d'une inondation en décembre, a fait la promesse de planter une croix sur le Mont-Royal si l'eau se résorbait. Mais ce mythe fondateur-là révèle quand même que c'était pas un endroit judicieux pour s'établir. Alors, ce que Calière a fait, quand il a établi son manoir-là, c'est qu'il a corrigé la situation en faisant amener des tonnes et des tonnes et des tonnes de déblais d'un peu partout, de terre, pour surélever le niveau d'occupation de la pointe pour minimiser les inondations. Et ça, ce que ça fait, ça a eu l'impact de sceller les sols de 1642, les sols antérieurs, sous environ 1 mètre à 1,5 mètre de terre. Donc, ça vous a servi à vous, aujourd'hui, de pouvoir retrouver des vestiges, parce que sinon, ça aurait été comme impossible, ça se serait comme désagrégé au fil des années. Tout à fait. Les occupations subséquentes, si les sols de 1642 n'avaient pas été scellés comme ça, encapsulés sous un épais remblai, elles auraient été complètement altérées par les occupations subséquentes, par les inondations, puis des choses comme ça. Donc, tous les vestiges qu'on voit aujourd'hui, les tranchées de palissade, par exemple, se seraient complètement affaissés, auraient été labourés ou auraient été mélangés avec les occupations subséquentes. Donc, c'est vraiment une série de circonstances presque accidentelles qui ont fait en sorte que ces sols-là, des beaux sols noirs, organiques, après l'abandon du fort de Ville-Marie, ont été protégés. Le geste était volontaire, mais c'était pour minimiser l'impact des inondations. Et évidemment, le fait que l'entrepôt du 214 Place du Ville a jamais fait l'objet de l'excavation d'une cave est également central à notre compréhension de ce qui a mené à la préservation des vestiges. Ça, c'est unique et une chance aussi extraordinaire. C'est extraordinaire les circonstances qui ont mené à ça. Alors, 17 mai 1742, 17 mai 2017, a eu lieu l'inauguration de votre nouvelle pointe à Calière. Il y a un musée aussi. Mais quel a été le plus grand défi? Parce que ce sol était de glaise aussi. Le dispositif utilisé, quel est-il? Le projet de mise en valeur, de préservation et de mise en valeur est absolument unique. Donc, il n'y a pas vraiment d'équivalent nulle part au monde où est-ce que... Il y a beaucoup de choses qui sont mises en valeur, mais c'est souvent des maçonneries, par exemple, des planchers, des dallages, des choses comme ça. Mais des sols, c'est extrêmement inhabituel de faire ça. Donc, on était constamment en mode élaboration de nouvelles solutions à des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. La mise en place la construction, en fait, d'un immeuble par-dessus des vestiges extrêmement sensibles, extrêmement fragiles,
On ne parle pas des maçonneries qui sont extrêmement robustes, c'est pas Pompéi, c'est pas Stonehenge, c'est des sols, c'est délicat. Donc, le séquencement des travaux, alors que d'une part, on essayait de mettre en place des vestiges ou de préserver des vestiges, les nettoyer, en prendre soin, au même moment qu'il y avait un chantier de construction qui était en phase d'établir un immeuble de 4 étages sur le dessus, en essayant de minimiser les appuis sur les sols eux-mêmes. Donc ça a été des défis qui ont été relevés par les architectes et les ingénieurs de manière admirable. Mais je dirais que le séquencement, la mise en place des vestiges, le conditionnement des vestiges, leur maintien dans des conditions optimales, alors qu'il y avait un chantier de construction au même moment, ça a été un défi extrêmement difficile. Donc, les archéologues travaillaient le soir, après que le chantier soit fermé, parce que c'était impossible de travailler au même moment. Ça a été une opération qui était techniquement très difficile. Ça a été une opération qui a été relativement longue aussi. Ça a mené à une exposition des sols aux variations de température et d'humidité qui aurait pu poser énormément de problèmes. Je pense que les problèmes ont été relativement minimisés. Jusqu'à temps que le plancher soit en place au complet et que les conditions soient contrôlées. Mais on est encore en mode rodage en ce moment, où est-ce qu'on évalue l'impact des variations de température, d'humidité. Parce qu'en ce moment, ça se situe à peu près à 55% d'humidité, 18 degrés Celsius, parce qu'il faut préciser que les vestiges sont donc encapsulés, et de marcher sur le sol où les premiers arrivants, le 17 mai 1742, écoutez, l'émotion que l'on ressent de se dire on est là sur le lieu de naissance de Montréal, c'est quelque chose. Tout à fait. C'est presque magique. Et donc, disons, je n'utilise pas ce mot-là avec abandon, étant scientifique et tout ça, mais c'est une expérience qui est profondément touchante. Et c'est pas une expérience dont l'impact s'amenuise avec le temps. Moi, j'y vais souvent pour des raisons techniques, il faut que je fasse un suivi des conditions des vestiges, mais j'y vais souvent pour le plaisir aussi. Souvent, avant l'ouverture du musée, je vais passer un petit moment là, parce que c'est une opportunité extraordinaire, et c'est pas une opportunité qui s'amoindrit avec le temps, ou dont l'impact s'amoindrit avec le temps. Ça demeure une expérience touchante, avec une charge émotive très, très forte.